Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, sache que je suis Vanessa, Money Coach, et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir avec sérénité. Aujourd'hui, j'échange avec Junior Sun Mindset. Junior est un coach business avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler. Ensemble, nous avons pu déconstruire certaines croyances limitantes. Durant l'épisode, Junior va nous donner les clés de son parcours qui ont expliqué comment il a réussi à passer du salariat à l'entrepreneuriat avec succès. Désormais, il accompagne les hommes et aussi beaucoup de femmes vers le succès et j'ai pu voir de mes propres yeux les résultats extraordinaires que certains coachs ont atteints en travaillant avec lui. Je te laisse avec cet épisode. J'espère que tu vas apprécier l'écouter. Je souhaite remercier à nouveau Junior pour sa générosité, ses conseils, sa présence et son dynamisme durant cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Junior qui est un coach business et avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Ça fait un certain moment que je cherchais un coach business, tout d'abord pour moi-même parce que j'avais envie de faire progresser Vanessa Money Mindset à un autre niveau et j'ai eu l'opportunité donc d'aller faire un mastermind avec toi à Oslo, mastermind qui était très très enrichissant. J'ai appris énormément de choses et en parallèle de ça, je me suis rendu compte que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de créer un business ou de gérer un side business. Or, moi, je ne suis pas business coach, je suis money coach. J'avais pour autant envie de leur mettre à disposition une compétence intéressante et j'ai naturellement pensé à toi parce que moi, tu m'as fait apprendre énormément de choses. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Junior, auprès de ma communauté, les hommes et les femmes qui t'écoutent? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant. Avant, c'était juste mes choupettes là, mais il y a des gars qui sont arrivés, on ne sait pas d'où. Il y a beaucoup d'hommes maintenant. Est-ce que tu peux donc te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton histoire, d'où tu viens et ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais maintenant? Yes, déjà un grand merci à toi Vanessa pour m'accueillir déjà sur ton podcast. Je sais que ça sera un podcast qui sera très très riche parce qu'effectivement, comme tu le disais, on a eu à partager un moment vraiment particulier aussi à Oslo, donc avec d'autres personnes dans le cadre du Mastermind Bootcamp que j'avais organisé là-bas. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager aussi mon histoire? Et ça t'a paru comme une évidence de me proposer ça et j'ai accepté donc de façon directe. On peut l'entendre aussi à l'accent. Effectivement, je viens du Cameroun et de par mon accent camerounais, j'ai grandi au Cameroun. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Tu me posais la question sur mon parcours. Vous allez voir, on me dit souvent de moi que j'ai mille et une vies. Mais il faut savoir une chose, c'est que, étant donné que j'ai grandi au Cameroun, on a une culture qui est vraiment particulière, c'est celle de l'homme qui doit être débrouillard. Côté européen, on peut dire, ok, ce sont, on va dire, le soi fort, ainsi de suite, dans toutes les croyances qu'on peut nous donner. Mais pour moi, c'était vraiment une réalité, ce qui fait que j'ai commencé d'abord, après mes études, par la plomberie. Après la plomberie, je me suis retrouvé à faire dans les supermarchés, les magasins. Vous voyez souvent les gens qui découpent les ananas là, ceux qui remettent les flyers, ainsi de suite. Donc je suis passé par tous ces petits jobs là et de temps à autre, je me disais avant 17 ans, 18 ans, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir commencer à aider tes parents? À partir de 16 ans, on peut travailler déjà en France. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de me lancer très très rapidement dans le monde entre guillemets du milieu du travail. Et en parallèle de ça, je me suis dit maintenant que il y a tout ça, c'est bien la plomberie, c'est bien les jobs à gauche-droite. J'ai passé tous mes diplômes, donc jusqu'au bac pro, donc technicien en installation sanitaire et thermique, pour ne pas dire plombier. J'aime souvent ce petit joke-là où on dit TIST, mais c'est technicien en installation sanitaire et thermique. Je me suis dit, ok, j'ai vu un magasin qui s'est ouvert à côté de moi un jour, donc nouveau magasin à côté d'un Decathlon, et je me suis dit, pourquoi ne pas postuler? C'est peut-être l'occasion ou jamais. Je n'arrivais pas à trouver l'entreprise qui allait me prendre en alternance pendant 2 ans, toujours sur la partie plombier. Je t'ai passé vraiment encore un autre cap supplémentaire. Et voilà comment j'intègre ce magasin en tant que simple vendeur avec zéro compétence. Il faut savoir que quand vous arrivez en fait du milieu industriel, donc tertiaire, vous n'avez pas de compétences ni de vente, donc j'avais ni connaissance en termes de vente, que ce soit bac pro commerce, BTS MUC, ainsi de suite, chose que j'ai passé par la suite en candidat libre. Mes anciens collègues qui se rappellent de moi me disaient, mais je sais pas comment tu arrives à trouver cette force-là. C'était un petit contrat, d'abord en tant que manutentionnaire. Après manutentionnaire, donc vous voyez les gros camions, il y a des fois des gros box à l'intérieur, c'est un magasin de textile. Et une fois que tu finis de les décharger, tu rentres chez toi, je touchais à l'époque 756 € exactement. Mais j'avais le dos en vrac et je venais juste d'avoir 17-18 ans. Et en parallèle de ça, donc il fallait, une fois que tu as fini de faire ça, tu rentres, tu fais tes devoirs. Donc peut-être les personnes connaissent plus le CNED, mais moi c'était Educatel.
Donc Educatel, c'est la même chose, cours à distance. Tous les vendredis, vous devez rendre vos devoirs comme si vous étiez en cours en même temps que les autres personnes. Et donc moi, mon directeur Romain, à qui je fais un clin d'œil, qui m'a énormément donné. Je pense qu'on a toujours une personne qui va nous donner la chance de s'épanouir. Parce qu'un jour, j'arrive comme ça, je lui fais la blague, je lui dis, mais un jour, je prendrai ta place. Je suis en fait un simple, j'aime pas le mot dire simple parce que je suis passé par toutes ces étapes, je suis qu'un simple vendeur. Et j'arrive en lui faisant la blague, un jour, Romain, je vais prendre ta place parce que c'était lui le directeur. Donc, le calife à la place du calife, comme on peut souvent dire. Et voilà comment il me dit, bah, tu sais quoi, on va faire un deal, passe tous tes diplômes. Et à ce moment-là, si tu les réussis et que tu continues de montrer que tu as faim, tu auras sûrement ce poste-là. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire à ce moment-là. C'est juste d'être persévérant et surtout d'avancer malgré tout ce qui peut se passer autour. Donc, ma pause, je commence le matin à 7h30. Vous accueillez les camions. Vous prenez la pause à 12h30. De 12h30 jusqu'à 13h30. Je mange des fois entre 10 et 15 minutes. Je fais mes devoirs. Je dois renvoyer absolument. Et voilà comment j'obtiens d'abord le premier diplôme qui est celui donc du bac pro commerce. Après celui donc du BTS management des unités commerciales, MUC comme tout le monde l'appelle. Et derrière il y a quelque chose qui me dit c'est bien, on travaille avec des humains parce que ce magasin quand on l'a ouvert, on était à peu près 45 voire 60 personnes. Et je comprenais pas pourquoi les gens partaient. Je me dis mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne pour se dire pourquoi je ne continue pas, pourquoi je ne reste pas. Et c'est là que je passe en fait ce qu'on appelle un diplôme dans d'études psychologiques et comportementales. Donc c'est apprendre vraiment la psychologie humaine, comment se comporte chaque humain face à ces adversités, parce que ça, vous avez beau faire les cours, vous avez beau être à l'école, et je l'ai vu par la suite, parce que j'ai gravi les échelons, de conseiller de vente, donc vendeur, à agent de maîtrise, manager, pour finir directeur de magasin. On se rend compte que la psychologie, c'est quelque chose d'important en termes de skills, de compétences. Si vous ne l'avez pas, vous allez beau avoir la meilleure des teams, mais si vous n'arrivez pas à comprendre vos équipes, vous n'arrivez pas à les emmener dans votre vision, à aller atteindre un objectif particulier. Et voilà où ce diplôme m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Là, on est en 2009 où je passe le diplôme d'études psychologiques comportementales sans savoir que nous, on disait à l'époque état d'esprit. Et c'est par là que je vais rentrer une porte, une clé que j'ai jamais abandonnée à tout compte fait. Voilà, si je devais résumer vraiment de façon très très courte ma présentation, qui je suis, et avant d'arriver sur cette partie coach business, mindset, parce qu'il y a quand même des événements douloureux qui sont arrivés à ce moment-là. J'ai envie de rebondir un peu quand même parce que ta présentation, moi je l'avais jamais écoutée. Je te connaissais sous la casquette du coach qui m'a coaché et qui m'a donné des tips mindset sur des aspects perso et de mon business, mais je connaissais pas ton histoire, savoir que voilà, tu as finalement fait un BEP plomberie. Exactement, BEP plomberie plus bac pro plomberie aussi. Tu es rentré en tant que vendeur parce que tu trouvais pas d'alternance, que finalement tu as été embauché comme ouvrier et que tu as gravi des échelons les uns après les autres. Et moi déjà j'ai envie de te dire bravo parce que moi j'ai fait des études plutôt conventionnelles, lycée général et puis école de commerce, mais je sais que je viens d'un collège pauvre, ZEP et tout, et toutes les filières professionnelles avaient vraiment très mauvaise réputation. Il y a toujours un truc on les reconnaît pas à leur juste valeur, et les métiers manuels, notamment plombier, qui est un métier non seulement qui rémunère bien, mais en plus où on a besoin des plombiers. Du coup, partir de là à être vendeur, prendre le temps de faire ses études, de passer diplôme après diplôme et de pas se décourager. Je sais ce que c'est d'avoir plusieurs activités depuis très longtemps. Franchement, ça force le respect, et je suis très contente aussi que tu parles de cette particularité camerounaise, parce que moi-même, je suis d'origine camerounaise. Tu avais en tête d'être un homme capable. Et ça, exactement. On ne le dit pas assez. Et je suis pas féministe, mais je suis pas traditionnelle wife non plus. Faut pas. Moi, je suis vraiment entre les deux, un mix un peu étrange. Mais même si je considère que je suis une femme indépendante, je suis toujours très admirative, et j'ai toujours rêvé de me dire que voilà, une femme capable doit avoir à ses côtés un homme capable, et être capable, c'est-à-dire un homme sur qui on peut compter, et ça me fait très plaisir de me dire que tu avais ça en tête dès ton plus jeune âge, et je trouve que ça se perd. Mais tu as raison, en fait, pour rebondir sur deux choses importantes que tu viens de partager. Première des choses, effectivement, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, vous savez, quand vous commencez à gagner de
l'argent, ça tombe bien parce qu'on est sur un podcast qui parle d'argent, il est difficile de reprendre des études. Ça, c'est la phrase que ma mère me disait. Parce que forcément, vous gagnez de l'argent, vous dites, qu'est-ce que je vais aller me faire, voilà, sur les bancs d'une école ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, le bon parallèle était de se dire, je fais en correspondance, je gagne et je remplis le deal, en fait, avec mes parents. Ça, c'était la première chose. Mais croyez-moi, des fois, entre midi et deux, c'était pas évident. Les week-ends, c'était pas évident. Je fais partie, par exemple, des jeunes qui n'a pas eu à profiter vraiment de son adolescence. Parce que, certes, je sortais pendant un moment le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais ça a duré uniquement jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après, tout le restant, là où les gens commencent à profiter, on va dire les jeudis étudiants, toutes ces périodes-là, moi, je ne les ai pas connues parce qu'il fallait que j'aie mes diplômes, parce qu'il fallait que j'aille travailler. Les autres amis me disaient, mais viens, on sort. Je dis, mais je ne peux pas sortir. Demain matin, je suis attendu. Je l'ai testé 2 fois et je suis arrivé en retard. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose. Ça sera pas évident, mais si vous savez déjà à quel point c'est important pour vous, on était avec mes petits frères et voilà, à la maison, plus mes parents. Quand vous êtes déjà 5-6 à la maison, vous voyez que c'est pas évident. Vous devez aussi apporter en tant que futur jeune adulte votre pierre aussi à l'édifice. Et pour moi, c'était le goal que j'ai gardé. Deuxième chose importante que tu as dit, il y a des valeurs qui se perdent aujourd'hui parce qu'on se dit, sans être communiste ou pas ou quoi que ce soit, les gens sont beaucoup habitués à être assistés. Je pars du principe que aujourd'hui, nous avons tous des capacités, nous avons tous des compétences. Il n'y a pas une personne qui est plus intelligente qu'une autre. Et tu as dit quelque chose, c'est que quand j'ai dit que je veux faire le métier industriel, on m'a dit, mais ouais, c'est pour les gens qui sont pas intelligents, qui sont bêtes, ainsi de suite. C'est dénigré, en fait. Alors qu'aujourd'hui, vous regardez les plombiers, on gagne très, très bien. Je dis toujours cette anecdote d'un ami qui aujourd'hui est sous-droiseur, en fait, sur les sous-marins. C'est une personne qui gagne entre 50 000, des fois jusqu'à 70 000 euros, en fait, par mois. Et pourtant, le métier n'est pas beau ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc ne pas négliger aussi, c'est-à-dire que les métiers manuels aussi, même si on a l'intelligence artificielle, on en passe aujourd'hui, les métiers manuels ne sont pas à sous-estimer. Et si une personne a quelque chose qui le tient à cœur, la passion, franchement, moi, j'aime souvent dire, vivez votre passion. Kiffez votre passion et n'ayez aucune personne qui va vous mettre une barrière devant vous. Moi, j'ai testé et forcément, la fin justifiait les moyens. N'ayant pas d'employeur, il a fallu que je puisse trouver un autre job parce que la mission numéro 1, c'était aider, contribuer pour qu'avec mes petits frères, mes parents aussi, on puisse tout simplement vivre une meilleure vie, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi à transitionner du salariat vers l'entrepreneuriat? Parce que c'est un truc aussi, hein. Les gens ont peur de pas réussir à vivre. Tu disais qu'il y avait eu un passé un peu difficile. Est-ce Bien que tu sûr. peux nous en parler? Bien sûr, largement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a emmené à vraiment faire cette transition-là, il faut savoir que j'ai travaillé de 2007 jusqu'à 2018. On se rend compte, c'est 13 ans, c'est 13 années d'expérience, donc où j'ai gravi énormément d'échelons, du coup aussi accompagné énormément de personnes, c'est toute la France. Mais il y a 2 éléments importants qui arrivent dans ma vie à ce moment-là. Je commence à travailler en 2007 et à 2009, en fait, à peine 2 ans avant que je ne passe agent de maîtrise, coup de massue. Je perds du coup mon père. Quand je perds mon père, je me dis, wow, là maintenant, t'es vraiment, vraiment l'homme de la maison. On dit souvent, on l'a tous vu, que ce soit sur le Roi Lion, ainsi de suite, peu importe, c'est pas une question de pays ou quoi que ce soit. Vos parents, en fonction de la place que vous occupez en tant que garçon, on vous dit souvent, c'est vous qui allez être le chef de famille, c'est vous qui allez prendre la relève derrière. Et là, je me dis, wow, c'est vraiment réel pour le coup. Et vous savez, quand vous êtes un enfant, j'ai 17, 18 ans à l'époque, tu comprends pas en réalité. Tu comprends pas, tu dis, bon, mes collègues étaient même surpris de me voir au travail le lendemain, en fait, du décès. Parce que tu dis, c'est pas réel, en fait, pour toi. Et ta mission, elle est toujours là dans la tête, hein. Tu vois, tu dis, ouais, je vais continuer d'avancer, ainsi de suite. Après ce décès-là, donc, les enterrements se passent, ainsi de suite. Le dimanche, la chose vraiment improbable qui n'arrive nulle part, qu'on n'a jamais vu, c'est que on revient de l'enterrement le samedi, le dimanche, ma mère décède aussi à la maison, et là je me dis, là c'est vraiment je sais même pas comment vous l'expliquer là en fait, c'est-à-dire c'est toujours que pour moi, même quasiment 15 ans après, c'est comme un rêve, bientôt 15 ans, c'est comme un rêve derrière, parce que on se dit, il y a un problème en fait, on sait pas ce qui se passe, vous savez, d'un simple mal de tête, et c'est là où on peut souvent dire, aujourd'hui c'est médiatisé, mais sachez une chose, c'est que quand vous appelez, on s'est battu pour cela, mais quand vous appelez en fait, par exemple, les services des urgences, quand vous tenez un magasin, vous êtes ce qu'on appelle équipier de première intervention, donc EPI, vous les voyez souvent dans les Auchan, tout ça, avec sécurité incendie, donc ils sont équipés pour ça. Donc vous appelez nom, adresse, domicile, les facteurs, que ce soit AVC, ainsi de suite, vous appelez, et en fonction des fois des quartiers où vous allez habiter, soit de l'interlocuteur vous allez avoir au téléphone, on ne va pas vous prendre au sérieux. La mère d'un de mes amis était décédée dans le même immeuble où nous habitions, à l'époque à Angoulême, de la même façon, et quand ça vous arrive à vous, vous dites, est-ce qu'on est bien aimé ou quoi que ce soit, et en soi, on s'est dit, est-ce qu'on va se battre ou pas, ça ne fera pas revenir, mais
Malheureusement, tout s'est passé très très vite que dimanche, le lundi, tu retournes au travail comme si de rien n'était en fait. C'est-à-dire, le choc est tellement violent que tu as deux options, je l'ai toujours dit. La première option, c'était celle soit de vendre, dealer de la drogue. C'est pas le cliché, mais c'est une réalité en fait. Tu dis t'as tout perdu en fait, soit tu tombes dans la délinquance, ou ta deuxième option, c'est celle, tu as des petits frères, tu as ta grand-mère qui est présente, tu as tes sœurs qui sont présentes, c'est soit tu continues de te battre et tu portes vraiment ce rôle d'homme de la maison. Donc il y a ce premier électrochoc qui m'a donné vraiment cette rage, cette faim, cette détermination, cette hargne de se dire, ok, peut-être certes ils sont plus là, mais comment les rendre encore 10 fois plus fiers? Première des choses, vous vous retrouvez donc tuteur de vos petits frères. Vous êtes encore un enfant. Parce que vous n'avez pas envie qu'ils se retrouvent soit dans des foyers ou placés dans des familles, ce qu'on appelle aide sociale à l'enfance, ainsi de suite, parce qu'à l'époque, ils étaient mineurs, là où moi, j'étais majeur. Vous voyez? Donc, il y a ça, c'est déjà le premier électrochoc où je prends le temps de m'occuper des autres, je m'oublie moi-même. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, avant l'entrepreneuriat, il s'est passé tous ces événements-là. On dit souvent qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a souvent un électrochoc particulier. Donc ça, c'est la phase la plus douloureuse, entre guillemets, de ma vie et je continue quand même de bosser parce que mine de rien, à l'époque, je viens de passer, on m'annonce 1 ou 2 semaines avant que tu vas passer agent de maîtrise. Et une fois que ça se passe, ce deuil-là, je me dis, tu sais quoi? Maintenant, je vais vraiment aller au sommet. Le sommet, pour moi, c'est le poste de directeur de magasin. Et avant ça, il y a plusieurs étapes, manager et plus formateur. Voilà comment je me retrouve à former vraiment sur la totalité de la France. Pourquoi je le fais? Parce qu'à un moment donné, je me sens seul. Il y a ce besoin, en fait, d'oublier. Parce que vous savez, sur la courbe du deuil, des fois, on est dans le déni. Avant que l'acceptation n'arrive, on va se dire, cet événement, pour moi, n'existe pas, il n'est pas réel, je continue d'avancer. Et cette phase de déni va durer pendant 5 ans, quasiment 6 ans, où je suis là, j'accompagne, je suis vraiment top performer leader sur mes magasins. Donc, je suis sur le périmètre 0-16 ans. Donc de bébé jusqu'à l'âge de 16 ans, où je passe donc d'1 million 100, ensuite à 1 million 600, 1 million 600 à 1.8 jusqu'à 2 millions 100. Et ça, pour un manager qui a fait ses cours à distance, ça paraît comme une anomalie. Mais parce que vous comprenez mieux comment se comportent, entre guillemets, les gens qui viennent acheter dans vos magasins. C'est-à-dire que les gros groupes vont vous mettre à disposition tous les outils. Mais quand vous comprenez ça, vous dites, OK, il faut que je forme les personnes, ainsi de suite. Et voilà comment je me réfugie dans le boulot. Et arrive là maintenant, au bout de 6 ans après, 6 ou 7 ans après, ce qu'on appelle le burn-out. C'est quelque chose qui est réel, qui n'est toujours pas reconnu et qui ne sera jamais reconnu comme maladie de façon officielle. On le dit, mais c'est caché parce que quand tu commences à avoir des responsabilités, on te parle en fait de démission, abandon de poste, tout le reste, mais derrière, il y a un vrai mal qui se cache. Donc, des mots, je dirais même MAUX d'abord, avant les mots qui peuvent sortir de la bouche des gens, MOTS. Donc, qui est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, ça va être une grosse fatigue psychologique, une grosse fatigue morale, une grosse fatigue aussi physique. Le physique n'arrive que vraiment en 3e position parce que c'est d'abord l'épuisement mental. Vous courez après de la performance. Une année sur une autre, les résultats ne sont jamais les mêmes. Vous ne pouvez pas prédire. J'ai vécu 3 crises. La crise de 2008, je l'ai vue. Celle de 2011, exactement. La crise des subprimes, ça, je l'ai vue. Je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on était sur un groupe où tout se lançait très vite et personne n'a vu passer à tout ça. Ensuite, on a la partie où la France perd aussi, entre guillemets, côté européen, donc son triple A. Pareil, là, on est en 2011-2012. Ça arrive aussi. Et la partie quasiment, on va dire, de transition, Covid, ainsi de suite. Donc, quand vous vivez les crises, c'est soit ça vous rend plus fort, soit ça vous abat aussi. Parce qu'en magasin, la pression psychologique à supporter, elle est 10 fois plus forte. Et en 2008, de 2008 jusqu'à 2011, Internet n'existait quasiment pas pour acheter en ligne. C'était juste les prémices. Et donc, quand cette part de marché commence à partir aussi, vous dites comment capter un maximum de personnes en magasin. Donc là, je fais une transition, je passe sur un magasin à 3 millions 100 et après sur un magasin à 4 millions et quelques. Mais derrière, la pression en tant que personne qui a ce qu'on appelle la délégation des biens et des personnes, vous êtes responsable de vos salariés, des clients qui rentrent dans votre magasin et responsable du magasin aussi en lui-même. C'est-à-dire qu'il brûle, il y a un braquage, il y a quoi que ce soit. On vous met d'abord les menottes et après on voit la suite. Donc voilà comment j'ai ce premier cadeau. Moi, je les ai toujours appelés cadeaux, parce que chacune des épreuves de ma vie m'ont énormément appris. Là où il y a des personnes qui vont sombrer, il y a des personnes qui vont tout simplement couler. Pour moi, je me suis dit, mais tu peux pas t'arrêter là. Après tout ce que tu as vécu, je parie que, je sais pas, il y aura toujours pire que moi. Il y a des personnes qui vont perdre leurs 2 parents dans un accident. Mais d'enterrer la veille et d'enterrer le lendemain, ça, jamais personne l'a vu. Moi, en fait, j'ai envie de rebondir parce que c'est quand même, c'est marrant parce qu'on est sur un podcast où on
parle d'argent. Et c'était un épisode orienté business. Et tu Mhm. nous livres des choses qui sont quand même très fortes. Et d'ailleurs, je t'en remercie parce que moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de moi, mais je sais aussi que ça, c'est pas facile. Et ça donne aussi l'opportunité, je trouve, à une partie de ma communauté qui n'est pas noire, afro ou d'origine africaine, d'avoir accès en fait à ces itinéraires d'invisibles. Parce que moi, on est visible, on est des minorités visibles, mais nos histoires sont invisibles et inaudibles alors qu'elles méritent d'être entendues. Moi, quand j'entends ton parcours, je vois d'où vient ta résilience, déjà, d'une part. Enterrer successivement son père, puis sa mère, ça doit être d'une violence inouïe. Moi, mes deux parents sont encore vivants. Déjà, moi, je connaissais pas mon père. J'ai grandi que avec ma mère dans une famille de femmes. Donc, c'est pas vraiment, tu vois, chef de famille, chez nous, c'est les femmes, tu vois, c'est pas forcément les hommes. Mais même si je l'ai pas vécu, j'imagine ce que c'est et je comprends pourquoi et comment tu t'es réfugié dans le travail. Et c'est aussi une manière d'expliquer à mes auditrices qui, si en tout cas ça fait longtemps qu'elles m'écoutent, savent que je parle beaucoup de santé mentale, de mindset, des accidents et des difficultés de la vie, et de dire qu'il faut pas avoir peur des fois de se réfugier dans le travail. Des fois c'est juste trop dur d'accepter la réalité, c'est juste pas possible. Et dans la courbe du deuil, il y a l'étape du déni que moi je connais bien aussi, même si j'ai enterré personne, j'ai dû faire des deuils. Et l'étape du déni, parfois, elle est salvatrice et utiliser le travail ou même la gestion de l'argent ou la gestion du budget peut aider dans un premier temps pour pouvoir en fait après trouver l'énergie de travailler sur soi. Par contre, c'est aussi important de rappeler que si on ne le fait pas, parce que je pense que c'est ce qui s'était peut-être arrivé, tu es resté peut-être très longtemps dans le déni et tu es resté très longtemps dans le travail, et ben on peut tomber dans le burn-out. Et en fait, c'est comme si le corps, le cœur et l'âme nous rappellent en fait de s'occuper de nous. Donc je sais pas si ça fait écho un peu à ce que tu as vécu, mais voilà ce que ça me donnait envie de partager. Mais tu as raison parce qu'il y a une phase que j'oublie de dire. Vous savez, quand on parle de junior, la personne qui est résiliente, la personne qui est solaire, ainsi de suite, il y a une étape. Certes, le travail, pour moi, c'était une passion. La passion permet souvent d'éviter de sombrer. Ça, c'est la première chose. Mais derrière, en fait, avant le burn-out, il y a eu la phase de tentative de suicide. J'en parle aujourd'hui parce que ça arrive souvent à des personnes d'avoir des idées noires. Il y a beaucoup de choses, en fait. Mais je pense que si je suis présent devant vous, si j'ai accompagné aujourd'hui, maintenant, on est à plus de 2000 et quelques personnes de passer, sans compter tous les séminaires que j'ai organisés, donc bientôt plus de 1500 personnes rencontrées, croisées sur mes propres séminaires à moi. Cette phase tentative de suicide, quand je parle en fait du soleil, c'est parce que même quand on ferme les yeux, il y a une seule chose qui arrive à transpercer, c'est la lumière. Et la première chose que j'ai vue, c'est le rayon de soleil qui a transpercé mes yeux en me disant, mec, tu crois que c'est fini comme ça? Non, là t'as la force, donc tu te lèves, tu vas te battre. Et ça a duré quasiment pendant 2 jours, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous dites, bah, vous écrivez ces fameuses lettres d'adieu, ainsi de suite. Ça peut paraître léger comme ça quand je l'exprime tel quel, mais il y a eu un gros travail aussi. Il y a eu un très très gros travail et vous ne pouvez pas avancer si vous voulez cacher en fait qui vous êtes. Moi aujourd'hui, ma force quasiment à plus de 13 ans en arrière, ben, je la tire de là. Je la tire vraiment de ces expériences-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à analyser une personne qui va être dans le mal assez rapidement, au-delà de la partie aussi études psychologiques comportementales. C'est une personne en fonction de son bien-être, de son mal-être, parce que les deux vont ensemble, de son bien-être, de son mal-être, ou peut-être de cette zone de flottaison. J'arrive à lui dire, ok, il y a ça qui va arriver, parce que pour moi-même, avoir connu les enfers, quoi de mieux que de pouvoir dire à une personne, même dans le business, ça va vous arriver. Même dans le business, peu importe ce que vous allez lancer, vous aurez vraiment ces parties-là. Et tu as dit quelque chose qui est vraiment important. La courbe du deuil aussi existe pour tout. Quand on dit courbe du deuil, ce n'est pas forcément parce que vous allez perdre une personne. Ça peut être sur un projet, sur un diplôme. Il y a tellement de possibilités sur ce qu'on appelle la courbe de deuil. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté aussi avec de nombreux psychologues. Et ça aussi, des fois, on peut se dire, ouais, ben, je veux passer mon permis. Je voulais, par exemple, acheter soit telle maison, ou je voulais peut-être être diplômé de telle école. Je voulais, par exemple, passer telle... Vous voyez, c'est ça aussi une courbe de deuil. Donc, à un moment donné, on va se faire juste à l'idée que peut-être c'est trop tard ou pas. Et donc, voilà un petit peu les deux premiers cadeaux. Donc, TS, tentative de suicide, burn-out, décès des parents. Et je me dis, ok, ben là, il me reste quelques années de travail devant moi, parce que je suis très jeune. Là, au moment où vous allez écouter ce podcast, voilà, je vais sur mes 34 ans. Mais comme je vous expliquais, j'ai commencé à travailler très 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 tôt. Et ça, c'est, je dirais même l'un des avantages que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai toujours grandi et vécu aussi avec des personnes qui étaient plus âgées que moi, d'au moins 10 voire 20 ans. Donc j'ai profité de leur expérience très 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 rapidement. Et je voulais même pas d'ailleurs marcher avec des personnes qui avaient mon âge, parce que je trouvais que ça m'infantilisait un petit peu. Et donc même
même à l'âge de 15 ans, je voulais être avec des patriarches, je voulais être avec des personnes qui ont déjà vécu énormément de choses. Et je me dis, il te reste 5 ans. Je me permets aussi de t'interrompre parce qu'il y a un sujet que je veux pas rater avant qu'on Mhm. bascule sur la partie business. Une fois sur cette thématique-là, parce que maintenant que je t'ai sous la main, je sais que c'est rare et je sais que ce qu'on partage là, mais je l'ai jamais entendu nulle part. Un homme noir Ouais. qui parle de son burn-out et de sa tentative de suicide. Parce qu'en fait, on oublie beaucoup ça. On va dire oui, Vanessa, tu nous dis que noir, on voit pas les couleurs, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de à quel point, en fait, notre couleur de peau, notre histoire aussi, les pays d'où on vient, toi et moi, on vient du même pays d'origine, même si on a grandi ici. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, donc j'ai passé les 3 quarts de ma vie ici. Je me Mhm. considère comme française et j'ai beaucoup de, mais n'empêche que notre poids, notre culture, c'est des choses, en fait, que l'on a en nous et tout ce qui est santé mentale, non seulement c'est tabou, c'est honteux. Quand tu parles de son tentative de suicide, tu parles de dépression, tu parles d'humiliation, tu parles de plein de choses qui te font mal au cœur, que l'on vit tous en fait, parce qu'on est tous des humains. Hein. Je veux dire, Bien sûr. c'est pas parce qu'un homme est noir qu'il a moins mal, c'est pas parce que un homme est noir il a moins les idées noires, parfois même plus, parce qu'on subit aussi le racisme. Mais nous, on n'en parle pas parce que on considère que c'est honteux. Beaucoup, en tout cas, je trouve, on nous fait passer le message que parler de ça, c'est des choses honteuses, c'est comme si on était des personnes faibles, alors que je trouve juste que c'est important de revendiquer que déjà parler permet de travailler, d'avancer, de guérir. Et nous aussi, on a le droit de s'exprimer sur ces sujets-là. Mais tu as raison, en fait, Vanessa, parce que, tu sais, j'ai essayé de la faire court, mais dans tout mon parcours aussi entrepreneurial, vous savez, c'est pas évident, hein. C'est-à-dire que quand tu es un homme noir aussi, donc de prétendre à un poste comme celui-là, on en voyait très peu. J'allais aux conventions, j'en voyais pas. Il y a pas de directeur de magasin qui était de ma couleur durant certaines années, avant que ça ne commence à changer. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment aussi important de le garder. Mais l'une des clés, si vous avez vraiment, je dis bien, si vous avez vraiment envie de montrer que vous pouvez être le meilleur, vous pouvez le faire. On entend souvent cette phrase où on doit travailler plus que les autres. Ok, ça fait partie du job. Mais en réalité, tu ne travailles pas plus que les autres. Tu travailles pour toi, en fait. Tu travailles pour te prouver à toi-même que tu es capable. Parce que Romain, mais vraiment mon premier directeur à qui je dois tout. Aujourd'hui, en échange, je me retrouve même à lui donner des conseils. C'est-à-dire que la beauté de la chose, c'est aussi la reconnaissance. Parce qu'il suffit d'une personne qui croit en vous. Et avant ça, en fait, c'est d'abord vous, si vous ne croyez pas en vous, vous allez vous placer en posture de victime. C'est là où ça devient vraiment une dégringolade. Donnez-vous les moyens. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes. C'est pas, on va pas revendiquer en disant I have a dream, ainsi de suite, mais tout le monde a un rêve. Tout le monde aussi est capable d'atteindre, même moi-même, même quand je doutais, je me disais, mec, t'as vu pire. Tu peux pas juste te dire, ah non, c'est pas possible, quoi que ce soit. Et c'était ça, en fait, quand je remplissais chacun de mes entretiens annuels, quand on vous parle de vision, on me disait, tu te vois où dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Et je le dis là, parce que je n'ai réalisé que plus tard. Je disais, oui, je me vois, en fait, en train de former, accompagner des personnes aux 3 coins, aux 4 coins du monde, ainsi de suite, sur toute la France. Et je l'ai fait sans le savoir. Aujourd'hui, on me pose la question, quel est ton goal à toi? Mais moi, junior, que vous voyez ici, je suis en train de préparer des TEDx. Un jour, je ferai un TEDx devant une salle remplie de quasiment plus de 3000, si ce n'est 5000 personnes. Et j'aime souvent poser cette capsule-là pour vous montrer à quel point, quand on regardera ce podcast, ça sera des belles archives parce que c'est une sorte de vision. C'est même mes premiers séminaires, j'étais dans une salle vide. Il y avait personne. Les vrais orateurs sont passés avant moi. Et j'étais là comme ça, ils disaient un jour, je vais organiser un séminaire, ainsi de suite. Je vais accompagner des gens. C'est la même chose. Donc, on arrête de se victimiser. Et deuxième chose qui est important, peu importe vos cultures, on dit que l'homme est fort. Jamais j'ai vu, et aujourd'hui, tu sais, toutes les personnes que je côtoie dans le milieu entrepreneurial, certaines personnes vont plus le dire en off que de le dire, que ce soit dans le cadre d'un podcast, sur une vidéo YouTube, ou bien même sur scène, parce que directement, on va caractériser. Et Dieu sait combien de personnes j'ai accompagné, des hommes qui, en face, sont solides comme le roc, mais en coulisses, quand je les casse, mais ça devient vraiment des petites filles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est réel. Mais tu sais pourquoi? Parce que généralement, la société veut qu'on soit fort. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne montre pas sa vulnérabilité. Un homme, ça ne montre pas ses faiblesses. Un homme, ça ne montre pas. Mais pour autant, c'est à ce moment-là qu'ils se sentent vraiment mieux. C'est pas mes mots, ce sont leurs mots à eux. Et je me rends compte même de moi-même. Tu vois, c'est puissant. Non, là, j'ai envie de rebondir parce que moi, je suis d'accord avec toi que cette société a fait du mal aux hommes de toutes les couleurs. D'ailleurs, tu vois, là, je m'arrête pas qu'aux hommes noirs et aux femmes
de toutes les couleurs, mais surtout aux hommes là sur le sujet. Un homme qui a pas le droit, un individu d'ailleurs, homme ou femme, qui n'a pas le droit d'exprimer quand il souffre, qui n'a pas le droit d'exprimer quand il est mal, c'est un homme, c'est encore pire, tu vois. Et je trouve que c'est pour ça que ça m'a touché quand tu communiques et tu montres à tous que toi aussi ça a été dur, tu vois. Je sais, moi je passe mon temps à parler de mes drames, je sais ce que ça coûte. Les gens ont l'impression que tu passes ta vie à déprimer ou t'es dépressive, alors qu'en fait non. C'est juste qu'en fait il s'agit de normaliser, banaliser les difficultés de la vie. Et d'ailleurs c'est pour te dire, moi je suis quand même radicale là-dessus, hein. Je sélectionne drastiquement les gens qui m'entourent. Quand quelqu'un essaie d'être trop fort à côté de moi et ne traverse jamais aucune faiblesse et est tout le temps en train de montrer que tout va bien, je sais que je n'ai rien à faire à côté de cette personne parce que elle ment. Et le jour où elle va s'écrouler, j'ai pas du tout envie d'être là pour voir, parce que je me dis en fait être enfermé dans un tel cinéma alors qu'on sait tous que la vie elle est difficile, atteindre ses objectifs c'est compliqué. Bah moi en fait je trouve même que ça manque d'authenticité, ça m'intéresse pas. Et étant donné qu'en plus on est sur une partie entrepreneuriale où là on est en train de parler à des gens qui ont envie de se lancer dans un side business, c'est-à-dire que déjà tu te lèves dans ta vie, t'es salarié, t'as aucun objectif de très très ambitieux, la vie elle est compliquée. Mais si en plus tu décides que tu vas te challenger, tu vas avoir une double activité où tu vas sortir du confort du salariat et de la sécurité, mais là c'est quadruple warning en fait. Il faut dire que non, mais tu vas traverser des heures sombres et des semaines et des jours sombres. Tu as totalement raison dessus, hein. Donc ça, homme comme femme, nous sommes faits d'émotions. Et il faut pas refouler vos émotions parce que tôt ou tard, tu disais que ton corps t'envoie des signaux et ça, c'est une réalité. Tout ce qui ne sort pas en fait de la bouche à un moment ou l'autre, même à l'écrit, à un moment ou l'autre, vos corps vous le feront payer. Et donc ça, c'est ce que je prône depuis de nombreuses années, hein. C'est-à-dire que peu importe les personnes que j'accompagne, même quand je travaillais aussi à l'époque, j'aimais beaucoup communiquer. Ça passe par la communication. La communication peut être verbale comme non verbale. Donc tout ce que vous n'arrivez pas à dire, par exemple, écrivez-le. C'est-à-dire que les gens attendent souvent le fait d'aller à la médecine du travail pour dire qu'ils ne vont pas bien, alors qu'ils ont, que ce soit des N+1, N+2, N+3, que vous sentez en confiance ou pas, faut dire en fait. Faut dire pour pouvoir se sentir mieux aussi et pouvoir avancer. Et tu vois, avec tous ces parallèles qui sont déroulés là, je pense qu'on a au mois d'octobre 2016, avant le deuxième burn-out. Toi, tu as déjà fait, t'étais présent à un de mes séminaires. J'aime souvent raconter cette partie-là où je dis, ne faites pas ce que j'ai fait parce que vous faites ça, vous allez vous faire virer vraiment par vos patrons. La transition entrepreneuriale, c'est celle-là. Je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, là, pour vous qui nous regardez, vous allez vous taper en fait sur Google Trends, juste argent. Vous allez voir le nombre de personnes qui ont tapé ce mot-là aujourd'hui. Vous tapez comment devenir riche, vous allez voir le nombre de personnes qui ont tapé par région, ainsi de suite. C'est normal. L'argent, c'est de la liberté. L'argent, c'est beaucoup de choses. Et l'argent, ça doit aussi se gérer. Donc, je suis comme ça un soir. Google étant notre ami, je tape comment devenir riche. Je vois, qu'est-ce que j'ai vu en premier lieu? J'ai vu la bourse. Je dis, je connais rien de tout ça, à part sur mon iPhone où j'avais l'application bourse qui vous a toujours été téléchargée dessus, mais je connais rien du tout à la bourse. Ensuite, je vois entrepreneuriat. Je dis, je sais même pas ce que c'est entrepreneuriat ou parler de quoi, alors qu'on le fait déjà. Je vois ensuite tout ce qui est e-commerce. Là, ça me parle toujours chinois. Et je vois un truc, on a tous un oncle. Vous parlez de Père riche, Père pauvre. Ça, c'est le livre que tout le monde a peut-être lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Mais peu importe vos origines, là où vous soyez, on a toujours eu autour de nous un tonton ou une tata ou un grand-père qui a des biens immobiliers. Et quand je tombe dessus je vois le pilier immobilier, je me dis, bah ça peut être intéressant quand même. Ça peut être intéressant de se dire comment s'affranchir, ainsi de suite. Et mon cousin, donc Alexis, m'envoie un message. Lui était déjà avancé. Il me dit, ouais, j'ai vu tel mec, ainsi de suite. Vas-y, regarde, ces formations, elles sont top. Vous savez, on va commencer à parler d'argent. Je vous ai dit, vous vous rappelez, au tout début, je gagnais 756 euros. Au fur et à mesure que vous avancez, votre salaire évolue aussi. Commencez à gagner jusqu'à 1500, 2000, 2500, 3000 et plus encore si on compte les primes dans l'en passe derrière. Et plus vous gagnez, plus vous dépensez. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Donc, train de vie, j'avais un train de vie un peu fou, je changeais des voitures tout le temps. Voilà. Les voyages, je me suis toujours dit une chose. Aujourd'hui, je sais même pas combien de pays j'ai visité, mais je dois être à au moins plus d'une trentaine de pays, si ce n'est bien plus que ça, parce que juste l'année dernière, j'ai visité déjà 12 pays. Donc, pour dire, chaque année pour moi, quand je travaillais, il fallait que je sorte
du pays au moins 2 fois par an. Ça, pour moi, c'était important. Mais à côté de ça, je me suis dit, faisons quand même les choses intelligemment. Commence à construire déjà aussi une maison. Donc, je pense à l'âge de 21 ans, 22 ans, je commence à construire ma première maison. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dire aussi, vous pouvez dépenser, mais vous devez aussi vous dire que plus votre niveau de vie va avancer, des fois, vous aurez des dépenses futiles, c'est à refaire. Il y a certaines choses que je ne referai pas. Par exemple, changer de voiture tous les 3-4 mois. Ça, je le referai pas. Donc, et voilà un peu tout ça. Et donc, quand il y a tout ce chaos qui est dans votre tête, vous dites, ok, tu gagnes beaucoup d'argent, mais en 2017, quand je commence cette formation, je me dis, mais gars, en fait, en vrai, tu tapes dans le découvert. Je prends une formation, donc immobilier étape par étape, que je suis vraiment jour après jour. Vous voyez, quand on dit la fatigue, en 3 jours, j'enchaînais déjà 35 heures. Et derrière, je me suis dit, autant récupérer un peu d'heures pour te former. Donc, je rentrais du travail vers 20h30, 20h, 20h30, et même plus 20h30. J'avais 1 heure à peu près devant moi, 1 heure où je mangeais en même temps, je mettais Secret Story, je regardais ça, mais c'était juste le temps de décompresser parce que vous avez passé une journée entière au travail, donc vous mettez juste ce petit fond sonore, vous regardez, vous rigolez, et après à partir de 22h30 jusqu'à des fois minuit, des fois 1 heure, je me formais, j'avais mon carnet de notes, je notais tout à l'intérieur, donc comment trouver un bien, comment appeler à des propriétaires de biens immobiliers, comment faire ses offres d'achat, comment du coup démarcher des banques, ainsi de suite, obtenir son prêt de financement, ainsi de suite, et voilà comment en l'espace de, on est en octobre exactement, octobre, novembre, décembre, janvier, le 24 décembre, je vois un bien. Ce bien, je fais l'offre. Il me dit, ok, ça passe, nickel. Et on finance le tout au mois de février. On signe, donc les travaux commencent à partir d'avril. Et d'avril après, let's go. Hein, c'est parti pour remettre ce bien-là qui va finalement remplacer mon salaire. Voilà pour vous donner un petit peu le cheminement jusqu'à cette phase entrepreneuriale. Mais ça, ce n'est que l'étape 0. Parce que après le burn-out, ce qui se passe pour moi, c'est que j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est une réalité. Je n'arrive plus à voir les humains parce que j'ai perdu foi en l'humain. Vous savez, ça nous est tous arrivé de travailler avec des personnes et vous avez que des personnes qui sont hypocrites autour de vous. Vous travaillez avec des personnes qui vous descendent. J'avais licencié des personnes. Donc quand on commence à vous charger un cadre, c'est quoi? On ne peut pas virer un cadre n'importe comment. Vous avez vos salariés qui vont faire des attestations vis-à-vis de vous. Donc on vient, on les rencontre. Vous avez les ressources humaines qui vont venir au magasin, qui vont vous entendre. Vous avez donc le CHSCT, donc comité d'hygiène, de sécurité, santé au travail. Donc ils vont venir se déplacer, qui vont entendre. C'est des choses que j'avais déjà fait moi-même. J'ai fermé des magasins, donc je sais comment ça se passe un petit peu derrière. Vous avez soit vos N+1 qui vont passer à l'improviste sur vos magasins alors qu'ils n'apparaissent nulle part sur vos agendas. Donc là, tu peux te dire, en fait, ça commence à appuyer pour toi. Parce que moi, c'est une expérience qui m'est jamais vraiment arrivée. Mm-hmm. Tu viens d'un monde que je connais pas trop, donc et je suis quand même assez curieuse. Qu'est-ce qui se passe pour que finalement tes collègues ou les gens qui travaillent pour toi, entre guillemets, se retournent contre toi, ou alors tes responsables se retournent contre toi et considèrent que tu n'es pas, en tout cas, on veut te faire partir. Parce que je sais qu'en France, je trouve que le droit du travail protège limite trop les gens et on arrive à faire des choses bizarres, en fait, à faire limite une forme de harcèlement moral parce qu'on peut pas vraiment licencier la personne. Là où je me dis, autant licencier la personne, elle prend ses indemnités chômage ou quoi qu'est-ce, tout le monde se sépare. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça pour toi? Alors, comme je dis souvent, chaque personne doit prendre ses responsabilités. Mes premières responsabilités, c'est que quand tu as une flamme, que tu es un passionné, que tu es vraiment engagé dans ton travail, ça se voit. Et le jour où tu commences à être démissionnaire, tu commences à te former, tu te rends compte que il y a salariat, il y a entrepreneuriat à côté. Quand tu commences à te former, ça se ressent aussi sur tes performances. C'est-à-dire que tu es plus présent. À ce moment-là, je commence à faire les séminaires. C'est comme pour certains salariés. Quand on fait des séminaires, des fois, ça vous allez pas vouloir le montrer sur les réseaux. Vous allez le cacher, ainsi de suite. J'ai souvent l'un de mes deux managers qui dit ouais, t'as fait tel événement, ainsi de suite. Je commence à lui parler, c'est-à-dire que je lis père riche, père pauvre. Ensuite, il y a plein de choses qui se passent autour de moi et j'ai envie de le partager. C'est-à-dire, tu découvres le feu, t'as envie de le partager, mais t'oublies en fait que tu travailles pour des personnes et que t'as une obligation de résultat. Donc là, à ce moment-là, forcément, comme je disais, il y a un moment, t'es un bon manager et à un moment donné, tu vas devenir un mauvais manager. Et ça, c'est là où je prends mes responsabilités en disant, je suis plus en accord, peut-être avec les valeurs de l'entreprise aussi. Et ça, je le dis, donc à ton N+1, après, tes salariés n'ont pas besoin de le savoir. Donc forcément, quand tu es un cadre, tu peux le dire et tu peux revenir dessus et tu peux reperformer. Un salarié, c'est facile, mais un cadre, tu peux pas le virer comme ça, même si il se passe quoi que ce soit en magasin. C'est là où moi, je vais rédiger moi-même ma propre demande de RCN, rupture conventionnelle, donc pour pouvoir partir, parce qu'à un moment donné, il y avait deux options. Soit ma santé, soit je quittais vraiment, je restais là et je quittais ce job-là. Pour n'importe qui, moi je le recommande à tout le monde. Votre santé n'a pas de prix. Une personne qui a vécu du burn-out, j'ai connu des collègues
franchement, on appelle ça une alopécie, si je dis pas de bêtises. Quand vous voyez votre collègue, il dit non, mais t'inquiète, ça va, ainsi de suite. Il vous dit tout plein d'autres choses, mais quand vous commencez à perdre vos cheveux ici, là, ainsi de suite, c'est un stress au travail. Je pense que celui qui nous a le plus marqué, c'est notre ancien Premier ministre en France. Vous voyez, donc ça existe aussi pour des salariés. La barbe qui devient blanche, du coup, la perte de sourcils, ainsi de suite, la perte de cheveux. Ça, c'est parce que vous avez des responsabilités aussi. Donc forcément, je deviens mauvais, disons les choses, parce que je ne suis plus dedans. Je suis désengagé. À un moment donné, on t'attend sur des résultats, tu le fais pas. Qu'est-ce qui est possible? C'est on te fait partir pour remettre une personne qui va pouvoir aussi emmener. Parce que mine de rien, quand vous êtes le capitaine de bord, vous avez quand même pas mal de salariés derrière vous. Hein. Donc là, on est sur magasin à l'époque de 15 à 20 personnes, 15 personnes. Période surcroît d'activité, on peut monter des fois jusqu'à 25 personnes. Donc voilà ce qui se passe et ce qui fait que on commence à me charger pour me dire mec, ciao, mais ça fait quand même 13 ans que je suis quand même plus qu'engagé dans cette entreprise. Là, tu nous as expliqué comment est-ce que tu as fait la transition, tu as choisi un bien immobilier qui petit à petit a commencé à remplacer ton salaire, mais comment tu te lances dans le coach business en fait? Parce que à la limite, tu aurais pu être formateur en immobilier. Je sais que tu fais un peu de l'immobilier, mais tu aurais pu faire que ça. Comment ça se fait que tu te dis que tu vas accompagner des entrepreneurs? Comment tu te dis que tu vas accompagner par exemple quelqu'un comme moi? Alors déjà, il y a deux étapes qui sont passées là, c'est-à-dire que quand je commence à investir en immobilier, j'ai besoin de me reconstruire moi-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Quand j'ai dit accompagner, on est à 1760 personnes à peu près, donc sur toute la France, même jusqu'à l'étranger, ouvert des magasins comme à Malte, tout ça. Si vous n'allez pas bien, vous ne performez pas comme il faut pour délivrer auprès, peu importe, que ce soit des salariés, des particuliers, des coachs, ni quoi que ce soit. Je me dis, il faut d'abord que je me ressente sur moi-même. Donc pendant 2 ans, c'est la chose qui est aussi importante à retenir, parce que c'est vrai, on parle souvent de résultats, de chiffres que je peux aujourd'hui faire ou encaisser, mais pendant 2 ans, je ne pense d'abord qu'à moi. C'est-à-dire que je lis, je me forme, je me déplace, je fais des séminaires. C'est d'abord moi. Il faut que je puisse me reconstruire à 100% pour pouvoir accompagner des personnes. Parce que même la partie formation, comme je le disais tout à l'heure, je perds foi en l'humain et je me dis, ils vont encore te la mettre à l'envers. Même tu vas accompagner des gens, ils vont encore te mettre à l'envers, ainsi de suite. Et je me dis, autant être seul que mal accompagné dans un premier temps. Donc pendant ces 2 ans-là, comme je t'explique, je me forme tout ça. Et au bout de la 3e année, parce que c'est marrant, je pense que je t'en avais parlé à Oslo, je disais par exemple une plateforme qu'on connaît tous, System.io. Je pense que quand en 2019, je mets une formation, on sait, vous lancez quelques trucs, un truc comme ça là, vous rafraîchissez, il se passe rien en fait, 0 € en fait pendant un an. Je dis c'est quoi, ça marche pas, ils racontent tous n'importe quoi. Mais la réalité c'est qu'il fallait d'abord que je prenne soin de moi. Ce qui fait que pendant c'est un an, donc de 2017, 2018, 2019, c'est je mets d'abord tout de côté et moi-même. Donc passé ces 2 ans-là maintenant, je me dis, Junior, tu as quand même un background de plus de 13 ans derrière. Tu étais sur de gros groupes. Non seulement ça, tu as formé énormément de personnes et accompagné énormément de personnes. Tes résultats sont connus. Il y a des performances. Et en plus de cela, tu as su aussi gérer de grosses équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui confondent avoir des freelances et avoir de vrais salariés. Quand vous avez des vrais salariés, en fait, votre masse salariale, sur le magasin où j'ai eu la plus grosse masse salariale, ça peut aller jusqu'à 500 000, 600 000 euros, en fait. Vous avez 600 000 euros uniquement pour votre masse salariale. La masse salariale, même quand on paye une personne 1500 ou bien 2000 euros, en fait, c'est 4000 euros derrière. Sur ces 4000 euros, après, il y a encore plein d'autres charges à côté qui vont se rajouter derrière. Et gérer des humains, même quand vous avez des managers à côté, c'est quelque chose qui est tellement complexe parce que chaque personne va venir au travail avec ses sauts d'humeur. Peut-être l'autre se faire quitter par son mari ou par sa femme, ainsi de suite. L'autre qui avait perdu son chat, son chien. C'est normal en fait. Ce sont des humains tout comme moi, tout comme toi et d'autres personnes. Et donc je me dis, ok, aujourd'hui maintenant, fais le bilan de compétences de qui tu es. Tout mon background, formateur en entreprise, reconnu par l'Institut de formation et de développement, par l'État aussi. Il faut savoir que quand vous êtes formateur, les vrais formateurs, c'est d'ailleurs, je vais balancer des petits pics ici là. J'ai souvent dit, quand Instagram est arrivé, il n'a jamais été aussi facile de mettre que je suis coach ci, coach ça sur les bios. Mais nous, en fait, on passait 2 jours par an. Et sans compter que tous les 6 mois, tu formes les gens, ils t'évaluent. En plus de cela, on retourne voir est-ce qu'il y a des performances. Tu as l'État qui passe, c'est-à-dire que tu es certifié. Les vrais coachs, les vrais formateurs, c'est comme ça que ça se passait pour nous. Et chaque année, tu passes sur le banc pour savoir est-ce que tu as encore de la pédagogie. Parce qu'on t'évalue sur la pédagogie, sur la transmission, savoir-faire, savoir-être et sur les résultats. Aujourd'hui, tout le monde va te dire oui, j'ai accompagné. Sortez-moi vos feuilles d'émargement. Sortez-moi vos diplômes que vous renouvelez, par exemple, tous les 2 ans ou 4 ans. Juste ça déjà, c'est la base. C'est pour ça que c'est vraiment important. On peut transmettre. Le diplôme, après, pour moi, n'est pas non plus la science exacte. Mais quand vous accompagnez des personnes qui ont des gros
gros enjeux financiers derrière. Quand on parle d'argent, on est sur un podcast argent, tu peux pas faire n'importe quoi. Et tu peux pas dire n'importe quoi non plus pour des franchisés qui, par exemple, vont mettre leur argent. Tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. Donc voilà un petit peu ce que moi j'ai passé derrière. Je me dis, ok, tu as ça comme diplôme, tu as ça comme expérience, tu as ça comme parcours. Bah, je pense qu'il est temps de te lancer. Le premier client est le client le plus difficile. Et je me dis, qui est-ce que je vais vouloir accompagner? Qui sera mon avatar? Parce que j'accompagne d'abord des personnes qui souhaitent investir comme moi en immobilier. Je continue de le faire aujourd'hui, mais maintenant, je choisis les personnes qui sont à même de le faire parce qu'il y a tous les mythes. Mais je pense qu'on va arriver sur cette question après. Mais c'est de se rendre compte que qui je vais accompagner, je me dis, bah, des cadres comme moi. Mon premier bien immobilier, d'ailleurs, il est tourné que sur ça. Et même tous mes biens immobiliers sont tournés sur ça. Parce qu'un cadre, en fait, qui se déplace dans les appartements, il a besoin d'un certain confort, d'un certain standing, de certains outils. Donc voilà la même stratégie que j'ai mis en place déjà sur tous mes investissements immobiliers. Je me dis, je vais accompagner des cadres comme moi qui peut-être vont passer par le burn-out, qui vont peut-être se dire il est temps au bout de 13 ans, 14 ans, 20 ans passer dans une entreprise, de se créer un supplément de revenus ou qui vont se lancer sur une activité nouvelle. Donc quand tu te lances sur une activité nouvelle, quoi de plus que de te faire accompagner? Et ça, on me l'a dit, je pense que c'était en 2008, si tu veux être meilleur, si tu veux être bon, tu dois te faire accompagner. Celui qui va te dire aujourd'hui que oui, bah, je me suis fait tout seul, d'un, ça n'existe pas. De deux, vous devez toujours vous faire accompagner. Et donc voilà comment je choisis qui accompagner. Voilà comment je me lance sur cette partie un peu coach business avec vraiment des outils que j'ai pris. Déjà, merci au groupe dans lequel j'ai bossé parce que ça m'a permis de me faire accompagner, de me former énormément chaque année. Je pense que je devais avoir pour quasiment 2000 ou des fois 4000 euros de formation. Uniquement ça, parce que beaucoup d'entreprises mettent à disposition en fait un budget formation pour leurs collaborateurs, mais tout le monde n'utilise pas et c'est dommage. Alors vous pouvez développer vraiment vos compétences. C'est pas de l'argent qui va sortir de votre poche. Et à l'époque, le CPF n'existait pas. On appelait ça le DIF, droit individuel à la formation. Vous cumuliez en fait des heures et dû à ces heures-là, vous partiez en formation. Donc voilà un petit peu comment je me retrouve à accompagner donc des cadres, des salariés, soit en voie de reconversion, voire même aujourd'hui, maintenant, j'accompagne des personnes qui sont soit en TPE, PME et qui, pareil aussi, souhaitent bénéficier de mon expérience, de mon parcours pour accompagner leurs salariés. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Admettons, une de mes abonnées veut se lancer dans le business. Quels sont les conseils que tu lui donnerais pour qu'elle puisse trouver son avatar? Qu'est-ce que c'est qu'un avatar client? Comment créer son offre? Comment trouver la bonne communauté? S'il y a toujours besoin d'une communauté, d'ailleurs, ça, c'est une question qui m'intéresserait. Ouais. Alors, première chose déjà, c'est est-ce que la personne, avant de lancer quoi que ce soit, est-ce qu'elle a une passion? Est-ce que ce qu'elle va vouloir faire, elle va le faire avec plaisir? Parce que une personne, par exemple, le coach absorbe beaucoup d'informations, d'énergie, positive, négative, ainsi de suite. Et quand on parle aussi d'informations, tout le monde a déjà tout fait. Mais c'est à vous, en tant que guide, j'appelle souvent ça un guide, de pouvoir aussi être chirurgical. Peut-être qu'il a déjà tout testé, mais il lui manquait une étape particulière. C'est d'abord ça. Soyez d'abord animé par ce que vous allez vouloir transmettre. Parce que tout le monde aujourd'hui veut devenir coach immobilier. Tout le monde aujourd'hui veut devenir coach mindset. Tout le monde veut devenir, par exemple, je sais pas, coach plombier. Mais est-ce que c'est quelque chose qui les anime? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est réel. Mais c'est normal. Tout le monde veut transmettre. Mais transmettre sur le long terme va vous demander en fait de la passion parce que même sur les jours, c'est comme une personne qui fait du sport. Même le jour où ça va pas aller, tu sais où tu vas aller trouver cette c'est ce premier amour là. Ce premier amour, c'est d'abord ça la passion avant d'aller chercher ton avatar. Si tu as déjà cette passion au fond de toi, je parie que si on va s'adresser comme si on s'adressait à un de tes abonnés, c'est déjà il y a des personnes qui lui reconnaissent ce talent, cette compétence, tu vois. Donc moi j'aime souvent dire, pose la question, j'appelle ça la règle des 5 anneaux. Pose la question, donc déjà, si tu es en couple, conjointe, qu'est-ce qui te reconnaît comme qualité? Deuxième entourage, ça va être à tes amis. Troisième, ça va être à ta famille. Quatrième, peut-être à des personnes que tu as rencontrées, croisées ou quoi que ce soit, où on te dit, vous savez, on est souvent à tel repas, mais toi, t'es trop fort en ça, en fait. Mais je sais pas, tu proposes pas quelque chose, tu veux pas m'accompagner, ainsi de suite. Une fois que tu as regroupé, en fait, ces 5 anneaux-là, ça va converger vers un seul et unique point. Et ce point-là, ça va être, on parle souvent d'ikigai, mais ce point-là, ça va être aussi ta zone de génie, ton point fort. Une fois que tu as ça maintenant, ton avatar, dis-toi, à qui ça pourrait être bénéfique? Sur ton avatar, ça peut être, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quelles sont les personnes qui te parlent constamment de tes compétences? Ou quelles sont les personnes que tu pourrais aider? On appelle souvent ça le SISD. Situation, en fait, initiale. Les personnes que tu vas vouloir aider, quelle est leur situation à ce moment même? Pour moi, par exemple, à mon époque, c'est un cadre qui travaille, ça fait déjà 14 ans, dans 13 ans et demi, il est dans un groupe, ainsi de suite. Bah, là, sa situation initiale, il est en burn-out. Il souhaite sortir de là. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on peut lui emmener? Il faut déjà qu'il apprenne à s'aimer soi-même. Il faut qu'il apprenne déjà à comprendre comment fonctionne son cerveau, qu'il reprenne soin de sa santé. Voilà ce vers qui je me suis dirigé. Je me suis pas dirigé, en fait, vers les médecins. Non. C'était à l'intérieur de moi, d'abord. Donc ça, maintenant, ma situation désirée, c'est quoi? On m'a pris là et il fallait m'emmener ici au bout.
Ma situation désirée, c'était quoi? De reprendre le plaisir, de retransmettre les connaissances que j'avais, parce que j'apprends très vite et je retransmets très vite. Et quand je fais ça, je suis passionné. Je peux rester des heures et des heures. Parce que je prends et je me dis, tiens, on va tester ça, ainsi de suite. Tiens, on va mettre ça, ainsi de suite. C'est comme ça que je fonctionnais. Parce que là, tu es animé par ta passion. Donc, ma situation désirée, c'était ça. Donc, quand on quitte de sa situation initiale à sa situation désirée, il y aura plusieurs moments de doute, moments de remise en question que traverse ton avatar. Qu'est-ce qui empêche ton avatar de dormir la nuit? Est-ce que ton avatar, il dort bien déjà? Quelle est en fait sa préoccupation? Quelles sont ses problématiques? Et surtout, si tu avais la baguette magique, toi, comment est-ce que tu peux aider ton avatar à passer directement de la situation initiale à la situation désirée en esquivant tout? Et voilà comment tu peux constituer, on va dire, ton avatar de la façon vraiment la plus simple qui soit, parce qu'effectivement, on va vous dire, oui, âge, sexe, ville où il habite, ainsi de suite. Ok, ça, vous pouvez le faire. Mais si on doit vraiment schématiser et faire très, très court, voilà toutes les questions que je peux poser à cet avatar-là. Une fois que tu as mis ça en place maintenant, est-ce que ton avatar est prêt à faire de toi son guide pour l'accompagner? Parce que ce sont eux qui vont te choisir. Tu me posais la question de la communauté. Généralement, tu vas avoir aussi une communauté, tu as une communauté qui est solide autour de toi aujourd'hui, Vanessa. Donc, tout comme moi, j'ai une communauté qui est solide autour de moi. Et quand on a ça, qu'est-ce qui a fait que ces communautés soient autour de nous? Nos personnes. Donner de la valeur aux gens sans attendre. Transformer. J'aime souvent dire, en fait, que détournez-vous de l'argent. Transmettez d'abord, donnez, délivrez, voyez les résultats chez les gens, voyez comment vous allez transformer les personnes. C'est ça qui sera d'abord important. Et je vous disais, en fait, quand j'ai lancé mes premiers trucs, je me suis dit, je veux vendre directement, mais erreur monumentale. Et erreur numéro 1. Je voyais les gens, ils cliquaient, mais il y a zéro, en fait. Il y a personne qui a pris sa carte bancaire. Même il a fait genre, il met sa carte bancaire. Personne. Non, mais après, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je suis devenue money coach. Mais avant même que je ne sache que ça n'existe, que ça existait, en fait, j'avais d'abord rendu une de mes meilleures amies millionnaire. Elle est à découvert, en fait. Elle passait son temps à découvert. Et en fait, c'est elle qui m'avait, entre guillemets, et puis c'est pas la seule, hein. J'ai aussi transformé une autre personne comme ça qui est passée d'un statut normal à millionnaire. Le deuxième, c'était en crypto. La première, c'était en immobilier. Et en fait, je savais pas que c'était ça du coaching. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un d'un stade A, et puis après, en fait, à force de lui parler, il arrive à un stade B. Et en fait, moi, je me disais pas que ça pouvait être un métier, ce que je faisais. C'est-à-dire, même ton métier, je le connaissais pas. Et ça marche, ça a vraiment été à l'envers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais, je vais aider, je peux faire ça, mais je peux régler ce problème. Jusqu'à ce que, en fait, je me suis rendu compte que je mettais de plus en plus d'argent dans mon mindset, et je me suis dit, non, mais attends, il y a un moment quand même, là, ça devient un business. Et puis après, il y avait des gens qui disaient, non, mais il faut qu'on aille plus loin, en fait. Et je me disais, mais j'ai rien de plus loin. C'est comme ça que, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai d'abord créé le coaching et qu'on en arrive à un stade où, tu vois, je me dis, mais il va falloir que je fasse une formation en ligne, il va falloir que je fasse, enfin, tu vois, moi, de mon côté, ça a vraiment fonctionné à l'envers et je suis dans la bonne position. Je me suis rendu compte que je suis dans la bonne position parce que tu as beaucoup de personnes qui créent des communautés parce qu'elles ont un produit ou qui essayent de vendre. Moi, ça m'avait jamais traversé l'esprit et je comprends ce que tu dis quand tu dis que ça marche pas. Je me dis, ça doit même être horrible. Tu sais, généralement, en fait, c'est horrible parce que tu passes partout. C'est-à-dire, tu ne dors pas, t'es là, tu rafraîchis. Pareil que même ton premier podcast, il y a plein de trucs comme ça, mes premières vidéos que j'ai balancées sur YouTube, première story que j'ai balancée sur Instagram. Tu restes comme ça, tu rafraîchis. Tu as vu 1, 2 personnes, 3 personnes, ouais, c'est normal. J'avais mon cousin, j'avais du coup des amis et 2 collègues de travail, tu vois. Et même quand tu lances, par exemple, ton séminaire, tu te dis, il y aura qui? Il y aura personne. Et derrière, tu vois, c'est au bout de 5 ans, bientôt 6 ans, s'il y a bien une des choses que j'ai compris qui m'a permis de relativiser à 400% aujourd'hui, c'est apporter de la valeur. C'est vrai que tout le monde l'entend, mais il y a apporter de la valeur et apporter de la valeur. Et oui, parce que tout le monde va te dire valeur, valeur. Il t'a donné ça et dit la suite, en fait, comme ça m'est arrivé à l'époque, c'est on te donnait des cacahuètes, on dit la suite c'est dans ma formation. Mets ta carte bancaire à 1500 euros, 2000 euros ici. Arrêtez les gars, arrêtez avec ça. Donnez de la valeur. Si votre client doit vous donner 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros plus tard, il le fera parce qu'il sera reconnaissant. C'est-à-dire qu'on va appliquer, on va dire, ce simple principe de réciprocité qui va fonctionner parce que vous avez aidé une personne à un moment particulier de sa vie. Sachez une chose, c'est que vous allez toujours entrer quand on vient chercher votre produit, c'est qu'il tombe à un moment clé de votre vie. Et ce moment clé-là, en fait, la personne n'oubliera jamais. Vous avez vu, en fait, j'ai cité constamment, en fait, Romain, parce que Romain, pour moi, qui est mon premier directeur, qui m'a donné la chance, il y en a plein d'autres après, Stéphane, ainsi de suite. Mais je pars toujours du point de départ où
C'est celui qui m'a fait croire en moi. C'est celui qui m'a dit c'est difficile, mais continue. Et il a même quitté le magasin au bout de 2 ans et demi. Et on est resté en contact jusqu'à aujourd'hui, 16 ans plus tard. Donc, vous allez tomber sur une personne qui vous dira, en fait, tu m'as apporté ça, ainsi de suite, je te paye le prix que tu veux. C'est vraiment l'une des réalités qui existe aujourd'hui sur la partie coach business. Et celui qui en parle même le mieux, c'est Tony Robbins. Aujourd'hui, à l'époque, il était payé 1 million, mais aujourd'hui, il est quasiment à 2,6. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il a d'abord accompagné énormément de personnes gratuitement. Il a transformé énormément de personnes gratuitement. Aujourd'hui, ces personnes-là disent, mais tu ne te rends peut-être pas compte. Grâce à toi, j'ai eu ça. Grâce à toi, j'ai eu ça. Comme toi, tu le disais tout à l'heure pour ton ami que tu as transformé, que tu as accompagné à devenir millionnaire. Donc, quand tu as tout ça, voilà déjà la première chose. Deuxième chose, maintenant, c'est vous allez accompagner beaucoup de personnes. La communauté va venir naturellement. Les gens vont se greffer autour de vous. Et quand ces personnes commencent à se greffer autour de vous, elles feront de vous tout simplement la bonne promotion de vos services, de ce que vous avez pu apporter comme impact auprès d'eux. Parce que de toute façon, soyez sûrs, et je préfère même vous le dire ici, vous n'allez jamais faire l'unanimité. Même les prophètes, peu importe, on peut dire ce qu'on veut, nul n'est prophète chez soi. Et d'ailleurs, personne n'a jamais fait l'unanimité. Si vous arrivez à me montrer une personne qui a été appréciée du début à sa fin, ok, à ce moment-là, je suis prêt à vous prendre en coaching d'1 heure et où on bosse vraiment, vraiment ensemble, vous et moi. Et je le dis vraiment en prenant les gens au mot. Vous serez critiqué, vous serez jalousé, vous serez controversé. Et quand vous avez ça, comme on dit souvent les haters, moi j'adore. Mes premiers haters, c'est même quand je vois souvent des trucs, j'adore. Je pète le champomis comme j'aime souvent dire. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit un franc succès dès le début. Juste en vous disant déjà ça, vous partez avec 70% de chances de réussir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire mon produit c'est le bon, c'est le meilleur, j'ai le meilleur accompagnement, j'ai la meilleure transformation, ainsi de suite. Et de créer de la déception. La déception, en fait, ça vous fait descendre et c'est là où vous avez vraiment envie de jeter l'éponge. Donc ça, c'est vraiment les premiers conseils que je donne souvent à chaque personne. Ceux qui ont fait des accompagnements ou qui font des accompagnements avec moi, à chaque fois, que ce soit dans le mail ou bien, toi, je pense que tu dois t'en rappeler, je dis, vous n'allez pas dormir, ça sera pas facile. De deux, attendez-vous à vraiment échouer parce que, mine de rien, ça sera pas facile encore une fois de plus. Comme ça, au moins, on déconstruit, on pose le cadre et c'est pas évident. Mais derrière, une fois qu'on a absorbé aujourd'hui, je vois une Vanessa qui est totalement transformée et ça, j'apprécie. Et je pense que même sur nos derniers calls, on en a échangé. Et chacune des personnes qui intègrent ça, c'est là où la transformation commence à agir. Donc, si vous souhaitez vous lancer, déjà, la passion. 2, trouver votre avatar. 3, la communauté va venir, mais avant la communauté, donnez d'abord. Donnez énormément. Parce que quand on dit donner, c'est que vous êtes en train de vous former de façon déguisée. Oui. Vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de déguiser un couteau avant de couper. Il faut l'aiguiser. S'il n'est pas aiguisé, il ne pourra pas couper. Ouais. Donc, vous êtes obligé de passer vraiment par cette phase-là. Une fois que vous avez la communauté, créez une communauté solide autour de vous. Créez une communauté qui est prête à vous suivre. C'est il y a un très beau livre, en fait, ça s'appelle The Tribe. Vous voyez, c'est ce livre-là, il vous apprend comment créer une communauté, comment la fédérer autour de vous. Moi, peu importe les événements que je fais aujourd'hui, je dis que ce soit mes propulsés ou la Team Sun, comme on les appelle, la Team Soleil, ils sont là, ils sont présents. Je leur dis, je serai à tel endroit, tel événement, venez, ils sont présents. Des fois, même quand j'ai pas le temps sur une année d'organiser des événements, ils me disent, il y a un problème, faut que tu organises un événement. Et donc ça, c'est vraiment commencer à fédérer. Soyez fédérateurs. Ne prenez surtout pas la grosse tête parce qu'on le voit beaucoup auprès des personnes qui ont connu soit le succès, la gloire, ainsi de suite. Pas la grosse tête, les amis. Restez toujours humble. Soyez toujours le même. Gardez votre intégrité. Ne prenez ni personne ni de haut, ni de... Peu importe les chiffres que vous allez faire derrière, soyez intègre. Vous allez voir, c'est ce qui va vous amener encore de la récurrence, du client. Créez des offres. Testez. Le regard des autres, il sera vraiment externe. C'est-à-dire que peu importe pour la personne qui veut se lancer aujourd'hui, la communauté, vous allez créer des produits, peut-être vous allez vendre, peut-être vous n'allez pas vendre. C'est pas grave, mais c'est à force de faire, de répéter encore et encore. Peut-être c'était une question de calibrage. C'est pas le bon produit que vous avez présenté à la bonne audience. Et quand vous allez présenter le bon produit à la bonne audience, là, vous allez avoir un afflux de cash. Et je pense que ce moment-là sera plus mémorable que tous les autres échecs que vous avez eu derrière. Non, mais c'est très beau ce que tu dis, c'est un message d'encouragement. Moi, j'ai jamais compris ces gens qui disent qu'ils se sont fait tout seuls ou j'ai du mal à comprendre, ou peut-être parce que j'ai fait ces erreurs-là très jeune. Les gens qui prennent la grosse tête aussi. Là maintenant, j'ai 10 000 abonnés, tu vois. C'est beaucoup. Pour moi, en tout cas, pour beaucoup, c'est rien du tout. Mais moi, je me souviens quand j'ai démarré, que j'avais 200 abonnés, j'écrivais des mails à des gens, les gens me répondaient pas. Je dis, ouais, non mais c'est normal, elle a 10 000 abonnés, elle a 5 000 abonnés. Maintenant, c'est plus difficile maintenant pour moi de répondre parce que j'en ai vraiment de partout et je suis sur plein de réseaux et que le travail et tout, je réponds
avec du retard, mais je réponds toujours, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait non, c'est juste des gens qui avaient pris la grosse tête. Et ça me fait plaisir de t'entendre dire aux gens de rester simple parce que en fait, je sais pas pourquoi, je trouve que je l'ai pas atteint. J'espère l'atteindre un jour, mais j'ai toujours pressenti que le succès, s'il est mal géré, eh ben il est solitaire et c'est pas vraiment du succès. Et je pense que j'ai peut-être trop absorbé les cours de Tony Robbins, tu vois, mais l'humilité, la simplicité, l'humanité, l'authenticité, c'est des valeurs qui m'ont porté et en fait, je me suis rendu compte au final, c'est une présupposition, que j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont vraiment réussi, ils sont super sympas. Avant, j'étais là, waouh, il a réussi et tout et en plus, il est sympa. Maintenant, je suis en train de me dire, non, mais c'est parce qu'il est sympa qu'il a réussi. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que les gens l'oublient. C'est comme si, arrivé à un certain niveau de succès que moi, je connais même pas ou que je comprends pas forcément, ils se sentent obligés de se transformer. D'ailleurs, pour travailler sur ça, j'ai toujours tendance à communiquer mon livre préféré qui s'appelle L'ego et l'ennemi. Celui-là, je l'ai lu et tu vois, j'aime beaucoup, mais tu vois, je vais pas dire que je l'ai lu à 400%. Je l'ai survolé parce que je considère qu'on ne doit pas avoir d'ego déjà. On doit avoir de l'ego pour soi-même, se dire que je suis capable de, mais pas l'ego. Moi, je dis souvent, c'est l'ego au service du collectif. Ton ego doit te permettre, en fait, de servir énormément de monde autour de toi. Tu viens de dire quelque chose qui m'a fait sourire. On m'a dit, ouais, mais Junior, t'aurais dû passer la barre des 10 000 ou 11 000 abonnés plus d'un certain moment. J'ai mis 5 ans ou 6 ans à avoir, tu vois, 10 000 abonnés. Mais la beauté, c'est que ça a pris le temps qu'il faut, mais en soi, c'est pas grave en soi. Ce qui m'importe pour moi, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées tous les jours, peu importe les événements, les personnes qui vont t'envoyer un simple message. J'ai été transformé par rapport à ça, ainsi de suite. Ça, c'est important. Le self-made n'existe pas de toutes les façons. Parce que t'as une personne, c'est même l'enfant qui va te dire qu'il a réussi à marcher tout seul. Il y a toujours une personne qui a tenu la main. Hein. Dans celui qui va te dire que self-made, je sais pas, même le trotteur aussi, c'est, tu vois, même dans le business, on le voit constamment. Et ça, ce que tu partages là, que ce soit de Tony Robbins, une personne qui m'accompagne aujourd'hui, qui est Brian Tracy, il dit que le self-made, en fait, c'est juste le fantasme de celui qui a envie de gonfler son ego à ce moment-là. C'est comme le ballon, c'est ça l'ego, en fait, jusqu'à ce qu'on l'éclate. Donc, soyez honnête, dites qu'il y a des personnes qui vous ont accompagné. Je savais même pas que tu allais me poser cette question, tu vois, et je fais des éloges de plusieurs personnes qui m'ont accompagné durant tout ce parcours-là, que ce soit celui de mon cousin, on en passe, ainsi de suite. C'est pour montrer à quel point soyez simple, soyez humble et surtout donnez. Vous allez voir que tous les coachs que j'accompagne, que ce soit même des personnes qui sont investisseurs, ils ont juste observé de la transformation en étant eux-mêmes. Ne cherchez pas à devenir une autre personne. Personne ne sera jamais Junior, personne n'aura jamais mon histoire. Personne ne pourra prétendre s'appeler le roi soleil parce que c'est mon histoire moi. Ah ben je le prétends et je le revendique. Mais je garde ma tête sur mes épaules. Hein. Mais tu sais pourquoi parce que là, sur ce podcast, je viens de dire pourquoi on peut voir Junior avec le soleil à côté. Comme j'expliquais, ce soleil-là, c'est juste parce que après la TS, voilà, c'est à travers mes paupières. La première chose que j'ai vue, c'est le soleil. Donc tu vois, non, les gens vont souvent dire Sun Mindset. Sun Mindset, exactement. Voilà. Et toujours ce côté solaire-là, parce que ça doit rester toujours en moi. Je dois l'incarner. C'est-à-dire que peu importe ce qui va m'arriver aujourd'hui, vous me voyez, je suis toujours au soleil, ainsi de suite. C'est par rapport à ces tentatives de suicide, par rapport du coup au fait que j'ai ces rayons de soleil qui ont transpercé mes paupières. Et peu importe ce que je fais aujourd'hui, je me dis, mais tu sais quoi, après la pluie, le beau temps. Hein. Peu importe le business que je vais lancer, après la pluie, le beau temps. Que je sois 1, 2, 3, 4, 5, que j'ai 10 clients, ou bien j'en ai 100, ou bien 500, pour moi, ça ne changerait en réalité. Parce qu'il suffit d'une transformation pour pouvoir impacter aussi énormément de personnes autour de vous. Donc voilà un petit peu la philosophie que j'adopte depuis toutes ces années. Comme je disais aussi, même à mes salariés à l'époque, il y a des journaux, on va faire 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, des fois 50 000 euros. Le lendemain, on pouvait faire 1 000 euros. Mais c'est toujours la contribution, en fait, pour remplir une année entière. Votre mois de janvier, votre mois de février, votre mois de mars ne détermine pas, en fait, votre fin d'année. Donc, c'est vraiment step by step et gardez ce côté résilience-là, parce que tout le monde veut faire de l'argent aujourd'hui. Mais derrière, le fait de faire de l'argent, comme on se le dit souvent tous entre nous, même certains coachs quand on se rencontre, ouais, mais il y a des nuits blanches derrière. Il y a des moments de doute. Il y a des moments de remise en question profond. Il y a des moments où tu dis, c'est pas pour moi. Il y a des moments où tu lis des trucs, tu dis, ah, je vais pas le faire. Il y a des moments où tu as juste même envie d'appuyer sur le bouton envoyer, tu es incapable d'appuyer dessus, alors que c'est un simple petit bouton. Tu dis, on dirait que tu vas déclencher, comme on voit dans les bureaux des présidents, la bombe nucléaire. Non, c'est juste parce que tu as peur. Et la peur, c'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir ce sentiment, des fois même d'illégitimité. On n'a pas parlé du syndrome de l'imposteur parce que tu as dit, pour tous ceux qui te suivent, qui t'écoutent, ceux qui souhaitent se lancer, à un moment donné, ils vont passer par là. Quelle sera leur légitimité
légitimité. J'ai envie de vous dire, vous serez 10 fois plus légitime qu'une personne qui se dit je vais et qui ne fait pas. Tandis que celui qui fait, là, il commence à créer sa légitimité. Bah écoute, Junior, c'était très riche. Merci beaucoup pour pour ce podcast très enrichissant. D'avoir partagé ton histoire, d'avoir donné quelques tips sur l'entrepreneuriat. J'espère que mes abonnés qui sont très intéressés par le business iront regarder ton travail, iront regarder ce que tu fais. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité de montrer une autre image aussi des hommes. Parce que finalement, je suis une femme qui parle d'argent à d'autres femmes. Or, il y a des hommes qui m'écoutent et qui, souvent même, ils viennent m'agresser, hein, que oui, Vanessa, pourquoi les femmes? Je suis là mais excusez-moi, je fais comme je peux. Donc, je suis très contente de te recevoir parce que toi, je sais par exemple que tu as aussi une forte communauté masculine. Donc, Oui. il y a beaucoup d'hommes qui. Mais c'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt l'inverse. Ma communauté est à 71% féminine. Non. Et les hommes, ils sont là, ils se cachent. Mais je pense qu'il y a un tournant aussi, comme j'explique depuis de nombreuses années, les femmes commencent à se reprendre aussi en main. C'est-à-dire, j'ai toujours détesté c'est pour ça que je rends hommage à ma mère à chaque fois. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un gros et fervent défenseur de la cause féminine. La place de la femme, c'est pas à la cuisine. Il y a des femmes qui font tellement du lourd. Vous m'entendez des fois dire ça. Il y a tellement de femmes qui envoient du très très lourd et qu'on ne voit pas beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il y a, au moment où vous allez regarder ce podcast, j'ai lu il y a quelques heures, Oprah Winfrey devient la première femme milliardaire noire. On va juste mettre le mot noir, milliardaire. Vous voyez, au monde. Donc, c'est pour dire à quel point, mesdames, n'oubliez jamais, toutes les dames qui écoutent ce podcast, ne doutez jamais de vous. Vous avez un super pouvoir que les hommes n'ont pas. Ce super pouvoir, c'est que vous arrivez à faire beaucoup de choses que même moi-même, même la moitié des hommes que je connais aujourd'hui sont pas capables, que ce soit donner la vie, de pouvoir se réveiller, de pouvoir faire mille et une tâches, de rentrer. Vous avez combien de vies en fait dans une seule journée? Vous voyez, c'est ça que j'aime souvent rendre vraiment cet hommage-là, que ce soit pour tous nos parents, ainsi de suite. Comment vous faites? Et ça, derrière tout ça, vous voulez douter encore de vous? Non, come on, vous pouvez pas douter de vous. Foncez, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Dites-vous une seule chose, faites-le. Et faites-le vraiment avec vos tripes comme vous le faites dans votre quotidien de tous les jours. C'est pour ça que j'aime souvent dire, mesdames, moi, tous mes événements, je pense que tu étais présente au mois de juin, tous les événements, la majorité des speakers sont des femmes. C'est vrai. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, que ce soit en 2024, 2025, 2026, les plateaux sont encore majoritairement masculins. Où sont les dames? Alors qu'on est là, hein. Hein, les filles, on cherche l'argent, on cherche à se battre, mais on est là petit à petit. Écoute, tu vois, c'est vrai que moi je partais à tes événements, il y avait beaucoup de femmes, mais je m'étais pas dit que ton audience était majoritairement féminine. Mais c'est peut-être pour ça qu'on s'est bien entendu, tu vois. Oui. Tu nous comprends. C'est pas tous les hommes qui sont capables de se mettre à la place des femmes, de comprendre leurs combats, de les encourager, de les voir comme des égaux, de les mettre Bien sûr. au même niveau. Ah bah oui. Même maintenant, c'est encore une petite bagarre. Moi, je le mets, ça sera toujours ma cause. Donc, avec grand plaisir d'avoir échangé avec toi sur ce podcast. Mais le but, c'est vraiment le message. Hein. On ne pouvait pas, on va dire, entre guillemets, arrêter ce podcast sans refaire ce clin d'œil-là. Comme je vous disais, je me suis dit, après le départ de ma mère, il faut que toutes les femmes qui aujourd'hui rêvent puissent oser. Parce qu'on rêve souvent, mais on n'ose pas. Rêver, oser, entreprenez. Et j'aime pas dire soyez la meilleure version de vous-même, mais kiffez en fait. Mettez tout ce que vous voulez mettre en place, donc et vous allez voir, vous risquez d'être votre propre surprise à vous-même. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Junior? Alors, il y a deux façons de me retrouver. Donc là, vous allez pouvoir me retrouver sur mon Instagram. Vous tapez Junior, donc voilà, comme c'est écrit. Junior Sun Mindset. Le référencement est très bon. Et pareil, il y a la chaîne YouTube aussi où je vais amener énormément de contenu. Il y a tellement de vidéos qui vont arriver, même sur le burn-out des entrepreneurs aussi, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Et on a vu des personnes disparaître. Donc là, Instagram, YouTube, Facebook, ça va être la même chose aussi. Mais je suis pas beaucoup présent sur Facebook, mais sur l'un des trois canaux, en fait, vous allez pouvoir me retrouver. Mais c'est sur Instagram que je communique énormément. Story, live, plus tout ce que vous allez pouvoir trouver aussi sur mon feed.
Ok, ben écoute, je te remercie Junior et puis à bientôt. À bientôt. Merci Vanessa. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que les conseils communiqués par Junior t'ont plu. Si tu ne connaissais pas Junior, j'espère que tu as apprécié découvrir ce parcours. Si tu le connaissais déjà, je sais que tu as aussi été surprise par certaines révélations qu'il a fait lors de cet épisode. Retrouve-moi tous les mardis sur le podcast, via YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute. Par ailleurs, si tu veux apprendre des informations pour gérer tes finances toutes les semaines, j'ai une newsletter, elle est gratuite. Pour t'inscrire, le lien sera dans la bio. Enfin, je te laisse là et je te dis à mardi prochain. Bye bye!